en finale, ce matin, Dominique Bussereau, tout le monde, toute la presse quotidienne régionale est en bleu, blanc, rouge. Et vous aussi. Bleu, blanc, rouge. Cravate, chemise, veste de costume. Oui, je n'avais pas la tenue équivalente si les Belges avaient gagné. Beau match, belle fête populaire. On entendait hier soir dans toutes les villes de France les bruits, les sifflets, les drapeaux, les chants. C'était une belle soirée. Un mot sur la Belgique, c'est quand même un pays avec lequel... C'est un pays frère. J'ai regardé la Surtout depuis qu'on les a battus d'ailleurs, non ? Oui, mais la dernière guerre entre la France et la Belgique date en réalité du moment où la Belgique est entrée en guerre contre Napoléon après Waterloo. Bon, voilà. Donc un pays avec lequel nous sommes... Quelle référence ? Nous n'avons jamais été en guerre depuis... oui, si les Anglais sont là. Depuis 1815, nous partageons une immense frontière commune. Nous sommes les fondateurs de l'Europe. Voilà, c'était un match à la gloire de la paix entre deux pays qui ont toujours travaillé ensemble. Ça, ils nous racontent des histoires sur les Belges. Et les Belges en ont autant sur nous, qui sont aussi drôles d'ailleurs, racontés par eux. Il n'y a plus de problème en France jusqu'à la finale, c'est ça ? Écoutez, il va falloir quand même beaucoup d'imagination à ceux qui veulent créer un événement politique ou économique pour arriver... il suffit de regarder les unes qui sont posées sur votre plateau pour trouver un petit créneau, un petit trou de souris pour qu'on parle d'eux. Eh ben on va essayer. Stéphane Vernet, Ouest. Gros match, grands enjeux aussi, hein, puisque en cas de victoire de la France, est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que derrière, c'est un point de croissance en plus, une reprise de la démographie, 5 à 10 points de mieux dans les sondages pour Édouard Philippe et Emmanuel Macron? Écoutez, je me souviens de 1998. Oui. À l'époque, on est en cohabitation. Jacques Chirac est président de la République, Lionel Jospin est à Matignon. C'est vrai que pour le président de la République, mais aussi d'une certaine manière pour le gouvernement, ça a entraîné, on se rappelle dans les sondages, une vague d'optimisme. Voilà, une vague d'optimisme dans un pays où on a toujours des drames, où on est sous la menace du terrorisme, où il y a du chômage. Ça fait toujours du bien, c'est bon à prendre. Dans un pays où on parle aussi beaucoup de fracture territoriale, hein, de cette France coupée en quatre, comme disait Gérard Larcher, est-ce que ce mondial, ça peut être un moyen de combler un peu cette fracture territoriale, de retrouver de la cohésion nationale ? C'est fêté de la même manière dans un village que dans une grande ville. Dans une grande ville, à Paris, tout le monde s'est précipité sur les Champs-Élysées. Je suppose qu'à Marseille, c'était sur la Canebière, à Rennes, dans les grandes artères, à Bordeaux également sur les quais. Oui, c'est un phénomène de cohésion nationale. Fracture territoriale n'en est pas corrigée pour autant, mais c'est un phénomène où le français des champs et le français des villes se retrouvent, et c'est tant mieux. Dans le registre de la cohésion nationale à retrouver, il y avait lundi le congrès à Versailles. Le but du discours du président de la République, c'était un petit peu ça aussi. Est-ce que vous l'avez suivi ? Est-ce qu'il vous a convaincu dans ce registre-là ? Écoutez, j'ai trouvé que c'était un discours un peu sur le modèle américain, État de l'Union, que c'était un discours qui remplaçait l'habituelle intervention de ses prédécesseurs à l'occasion du 14 juillet. 14 juillet. Très honnêtement, il n'y avait pas d'informations très importantes, nouvelles, pour les parlementaires qui écoutaient le chef de l'État et pour les Français. Pas d'annonce pour vous ? J'ai pas d'annonce, puisque le plan pauvreté, qui est très attendu pour corriger justement la fracture sociale, est reporté au mois de septembre. L'ajout à la révision constitutionnelle, la possibilité pour le président de rester après son discours à Versailles et d'écouter les parlementaires et de leur répondre. Personnellement, je ne trouve pas ça très 5e République. Je pense que c'est le rôle du Premier ministre dans la 5e République de dialoguer avec le Parlement. C'est comme ça que Michel Debré avait écrit notre Constitution en 1958. La très 5e République, ça veut dire que c'est un affaiblissement du Premier ministre ? Si vous voulez, le Premier ministre, au Parlement, ce sont les ministres, le Premier ministre, devant les parlementaires. Il y a eu un quinquennat depuis, tout de même. Oui, c'est vrai. Mais ça n'a pas empêché une lecture parlementaire. Notre Constitution, elle est présidentielle et parlementaire. On accentue toujours l'aspect présidentiel, mais il faut se souvenir qu'à l'époque, Michel Debré, lorsqu'il l'a écrite, je reviens au père fondateur, c'était le parlementarisme tempéré ou modéré. Voilà, je trouve que le Premier ministre doit rester l'interlocuteur devant le Parlement. Voilà. Bon, si le président veut venir, il veut venir. Mais c'est pas. Je trouve que ça affaiblit d'une certaine manière la fonction du premier des membres du gouvernement. Donc globalement, si je vous suis bien, vous faites partie de ceux qui trouvent que l'utilisation du Congrès faite par Emmanuel Macron renforce le côté hyper-présidentialisation Non, lorsque Nicolas Sarkozy avait introduit cette modification dans la Constitution, je crois que c'est lui, c'est lui, oui. Dans la réforme de 2008, il avait raison. C'est que le président puisse s'adresser aux Français, c'est une très bonne chose. Moi, je me souviens du
du discours de François Hollande après le 13 novembre 2015, c'était extrêmement impressionnant et c'était important pour que la nation s'unifie. Et Sarkozy et Hollande l'ont utilisé qu'une fois, 2009, 2015. Voilà. Même Macron veut faire ça tous les ans. Chacun. Non, écoutez, moi je ne me prononce pas là-dessus. La seule chose qui me fait douter, c'est le fait que le président réponde lui-même aux questions des députés. Je trouve que c'est pas son rôle et que c'est le rôle du Premier ministre. Enfin voilà, on ne fera pas une affaire d'État, si j'ose dire. Ariane Mancini. La réforme constitutionnelle, puisqu'Édouard Philippe a donné hier le coup d'envoi de cette réforme constitutionnelle dans l'hémicycle de l'Assemblée, 2400 amendements, une réforme pour conforter le lien que les Français entretiennent avec notre démocratie, a plaidé le Premier ministre. Est-ce que vous êtes d'accord ? Écoutez, il y a des choses qui me plaisent qu'à moitié dans cette réforme. Je pense que la présence des anciens chefs de l'État au Conseil constitutionnel était une bonne garantie d'expérience pour les travaux du Conseil constitutionnel. Je trouve que la Cour de justice de la République avait une certaine solennité, plus qu'avec tout le respect que j'ai pour elle, notre Cour d'appel de Paris. Voilà, il y a des points techniques qui, en tant qu'ancien membre de la Commission des lois de l'Assemblée, me paraissent moins bien que d'autres. Après, il y a tout le problème des autres textes, c'est-à-dire le redécoupage électoral, c'est-à-dire la loi organique, c'est-à-dire la proportionnelle, etc. Moi, j'ai toujours pensé qu'on doit toucher à la Constitution, c'est une expression bien connue, qu'avec une extrême modération ou avec des doigts revêtus de gants pour ne pas trop toucher au papier. Donc voilà, c'est un immense moment de modification politique. Il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses qui ne me plaisent pas. Bruno Retailleau... Comme je ne suis pas parlementaire, je n'ai pas à me prononcer plus, c'est aux parlementaires d'en juger. Bruno Retailleau, puisqu'on va parler des territoires, Bruno Retailleau, à la tribune du Congrès de Versailles, a dit que cette réforme était un affaiblissement des territoires. Est-ce que là, vous partagez son constat ? Il ne faut pas couper le lien entre les parlementaires et le territoire. C'est vrai que lorsqu'il y a une élection présidentielle puis une élection législative, il y a des phénomènes d'entraînement qui font que des gens parfaitement inconnus sur un territoire peuvent être élus, ce qui est arrivé aux socialistes en 1981, à la droite en 1993. La vague rose, on l'appelait. Voilà, à la droite en 1993 et à En Marche l'an passé. Donc ça, c'est une chose. Mais après, il faut quand même que les députés aient un territoire. Un député qui va avoir une circonscription environ 150 000 ou 200 000 habitants, c'est un changement de nature. Parce que le parlementaire américain qu'on donne toujours en exemple avec ses 15, 20, 30 collaborateurs, il passe quand même ses week-ends dans son État, là où il est élu, et il va à la rencontre des gens. Donc ça va rendre le travail des parlementaires plus compliqué. D'autant plus qu'il ne peut pas cumuler avec des postes de maire. Et donc, c'est la faiblesse actuelle de la majorité à l'Assemblée nationale. On ressent moins ici, dans cette maison du Sénat, mais à l'Assemblée nationale, je discute souvent avec des députés En Marche. Certains sont des amis, des gens que je connais bien, ou élus dans ma région. Ils ont quand même une extrême difficulté à ne pas être sur un tapis volant. Moi, j'ai été sur un tapis volant. J'ai été élu de la proportionnelle en 86. J'avais l'impression d'être élu de tout le monde et de personne. Et quand j'arrivais dans des endroits, j'étais le plus parfait inconnu. C'est ce qui est en train un peu d'arriver aux députés En Marche. Et je pense que la réforme constitutionnelle ne va pas ranger les choses. Enfin, la loi organique, en tout cas. Demain aura lieu la conférence des territoires, sans les 3 grandes associations d'élus. Alors, vous dénoncez un manque de respect de la part de l'État depuis quelques semaines, un simulacre de dialogue. Est-ce que cette conférence des territoires a encore une utilité ? Pourquoi a-t-elle lieu ? On se pose la question du coup. Nous la voulions, cette conférence des territoires. Quand je dis nous, c'est les communes, l'AMF, les régions, l'ARF et les départements, l'ADF. Nous la voulions parce que nous voulions un endroit, un lieu où, de manière institutionnelle, rencontrer le gouvernement, discuter des choses. La première a eu lieu ici au Sénat il y a 1 an, la seconde a eu lieu à Cahors en fin de l'année 2017. Et la troisième va se passer sans nous, à notre tristesse. Ce n'est pas un plaisir de boycotter une telle rencontre, de ne pas y participer. Simplement, le gouvernement nous a joué un certain nombre de mauvais tours ces dernières semaines, des mauvais tours à l'égard des départements. Les communes et les régions en ont autant gros sur la patate, si vous me permettez l'expression, que nous. Et donc, on ne va malheureusement pas aller dans une instance de concertation que nous avions souhaité. Donc, j'espère que le gouvernement en tirera les conséquences. J'espère que l'été permettra que les esprits gouvernementaux... C'est quoi le rattrapage dans votre idée ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme session de rattrapage ? Le rattrapage, c'est de venir devant nous, ou de nous faire venir devant le gouvernement dès la rentrée pour nous dire, voilà, sur ces sujets, on peut à nouveau avancer sur le financement de la solidarité sociale pour les départements, sur la réforme de l'apprentissage et de la formation pour les régions, sur la taxe d'habitation et son remplacement pour les communes.
et nous faire un certain nombre de propositions. La conférence des territoires, ça ne doit pas être une opération de communication. Hein. Déjà, on l'avait vu à Cahors, où tout le gouvernement était venu, c'était répandu sur le terrain, dans le département du Lot. C'est pas ça la conférence des territoires, dans notre esprit. Conférence des territoires, c'est on a des sujets à régler, on se met autour de la table et on n'est pas trop nombreux. On s'est retrouvés à des conférences des territoires avec une centaine autour de la table. C'est pas évident de négocier dans ces conditions. Ce qui est très étonnant, c'est que c'est quand même l'intérêt de personne de se fâcher, ni Bien pour sûr. vous, ni pour eux. Et bien sûr. En plus, vous êtes plutôt bienveillant vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Vous avez des proximités avec Édouard Philippe, que vous connaissez bien. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est quoi le fond de la fâcherie? Il n'y avait pas moyen d'éviter cette espèce de clash étonnant. Vous avez raison, c'est un paradoxe politique que trois responsables politiques qui sont, comme le dit Hervé Morin, une expression amusante, sont violemment modérés. Hervé Morin lui-même, François Baroin et moi, qui n'avons pas d'hostilité de principe à l'égard du chef de l'État et du gouvernement, qui comptons beaucoup d'amis dans les cercles dirigeants gouvernementaux, nous en soyons là. C'est vraiment parce qu'ils ont été mauvais. Ils ont été mauvais. Je ne mets pas en cause la personne du président de la République, ni celle du Premier ministre. Je dirais que la technocratie, à certains moments, a semblé reprendre le pouvoir. Et moi, j'ai dit au président, quand il est venu chez moi à Rochefort, en Charente-Maritime, il y a quelque temps, pour en particulier visiter la maison Pierre-Loti, je lui ai dit, cette affaire les collectivités locales ne sont pas managées politiquement. C'est-à-dire que la République ne peut fonctionner qu'avec un accord entre l'État et les collectivités. Vous êtes journaliste à Ouest France, la ligne de TGV ouverte l'an dernier, Le Mans-Rennes, il y a des financements divers et variés, des financements des collectivités. C'est pareil pour Tours-Bordeaux. Aujourd'hui, il n'y a pas un projet dans ce pays, sauf peut-être ce qui concerne naturellement la défense, dans lequel tout le monde ne travaille pas ensemble, même dans le régalien. En général, ce sont les gendarmeries qui construisent, qui sont construites sur financement des départements. En matière de justice, nous hébergeons souvent les tribunaux. Nous sommes une république décentralisée, unie, indivisible et décentralisée. Tout est un travail en commun. Donc c'est une bêtise politique. En règle générale, là, je n'accuse pas le gouvernement de bêtise politique, c'est une bêtise politique au sens conceptuel du terme, que nous soyons dans une situation où nous ne nous parlons plus. Et une conférence des territoires qui est faite pour nous réunir se fait sans les trois principaux acteurs de la vie locale, que sont les communes, les départements et les régions. Vous parlez de république décentralisée. Est-ce qu'aujourd'hui, on est encore dans une république décentralisée? Il le faut. Enfin, je veux dire, tous les pays qui fonctionnent en Europe, regardez nos amis belges dont on parlait hier soir, c'est une république décentralisée. L'Espagne, l'Italie, l'Allemagne a fondé là-dessus. D'ailleurs, même le gouvernement le reconnaît. Lorsqu'il fait la réforme de la SNCF, qu'il ouvre le trafic des TER à la concurrence, c'est bien parce qu'on s'aperçoit que localement, on peut faire les choses mieux que nationalement. L'État a toute sa place dans notre République, place régalienne, on voit bien la place du terrorisme, les risques internationaux, les bruits de bottes, voilà. Et puis la vie quotidienne, ça doit être les collectivités. Et donc, en décidant tout de Paris, pardonnez-moi cette expression, le gouvernement, malheureusement, se plante. L'une des causes de rupture du dialogue entre l'État et les collectivités, c'est ce fameux pacte financier que l'État voulait faire signer aux 322 plus grandes collectivités pour limiter la hausse de leurs dépenses. Un pacte que vous dénoncez. Pourtant, 44% des départements l'ont signé. Est-ce que ce chiffre ne décrédibilise pas un peu votre discours? 44 sur 104, on voit bien où est la majorité. C'est-à-dire la majorité, c'est ceux qui ne l'ont pas signé. Le problème, ce n'est pas les pactes financiers. L'idée de se dire on essaye ensemble de réduire la dépense publique est une bonne idée. L'idée de dire que c'est les collectivités qui seules doivent emporter le poids parce qu'elles doivent voter leur budget en équilibre alors que l'État continue de voter son budget en déséquilibre, ça c'est déjà moins bien. Et ensuite, quand ça concerne les départements, il faut voir que la plupart des dépenses que nous faisons en fonctionnement sont des dépenses que nous faisons au nom de l'État. Les mineurs non accompagnés qui arrivent actuellement partout dans notre territoire, 1,250 milliard l'année dernière, peut-être 1,4 milliard, 1,5 milliard cette année. L'État va nous en rembourser. Et encore, nous avons négocié là, avec succès, avec Édouard Philippe, 330 millions. Sur le RSA, sur l'APA pour les personnes âgées, sur la prestation de compensation du handicap, chaque année, l'État nous doit 9 milliards. Donc, l'État veut bien signer des pactes financiers. Mais si vous nous mettez dans nos dépenses de fonctionnement des dépenses que nous faisons pour vous, ces dépenses doivent naturellement être sorties des pactes financiers. Ce que nous avons obtenu pour les mineurs non accompagnés, là, Édouard Philippe a joué le jeu, mais ce qui n'a pas été, ce que nous n'avons pas obtenu pour le reste.